Bonsoir à tous, bonsoir Sonia. Bonsoir Michel. Pire tremblement de terre depuis 10 ans en Italie où l'urgence nationale a été déclarée. La secousse a frappé la province montagneuse des Abruzzes, faisant une centaine de morts. Une nouvelle grande première médicale réalisée à Créteil par des équipes françaises, dont celle du professeur Lantieri. Une greffe simultanée du visage et des mains sur un grand brûlé de 30 ans. Barack Obama en Turquie aujourd'hui pour signifier que les États-Unis ne sont pas en guerre avec l'islam. Le président américain défend à Ankara l'idée d'un État palestinien et appelle l'Iran à nouveau à renoncer à l'arme nucléaire. La polémique reste vive sur la gestion par les autorités françaises des manifestations anti-OTAN du week-end à Strasbourg. Le PS demande des explications sérieuses à Michel Alliot-Marie et ce sera l'un de nos débats ce soir. Sonia. Oui Michel, les casseurs ont fait énormément de dégâts à Strasbourg, mais ils ne sont pas les seuls à avoir tout fait pour que la manif dégénère, accuse la gauche. Plusieurs invités et témoins seront avec nous. Autre débat ce soir, quel nouveau dialogue pourrait s'engager avec le monde musulman sous l'impulsion de Barack Obama? On en parle tout à l'heure après notre journal. Le séisme et la dévastation donc dans le centre de l'Italie aujourd'hui. Au moins 100 morts ce soir. Le bilan n'a cessé de s'alourdir et quelques 1500 blessés. Oui, c'est toujours un bilan provisoire du tremblement de terre qui a dévasté dans la nuit la région des Abruzzes, dans le cœur de l'Italie. Les autorités parlent aussi de plus de 50 000 personnes sans abri. À L'Aquila, la ville la plus touchée par le séisme, les opérations sont toujours en cours pour tenter de retrouver des survivants coincés sous les décombres des maisons. Le bilan pourrait donc encore s'alourdir dans les heures qui viennent. Marie Hospital. C'est le pire séisme survenu en Italie depuis plus de 10 ans. Des maisons totalement détruites, des dizaines de personnes ensevelies sous les décombres. Le séisme a frappé L'Aquila, en plein centre des montagnes des Abruzzes, une ville de 60 000 habitants à 100 km au nord de Rome. Une ville dans une zone à haut risque dont les failles sont connues de longue date par les sismologues. La ville de L'Aquila était quasiment au-dessus de la faille, donc à quelques kilomètres de cette cassure. Donc les vibrations n'ont pas eu le temps d'être atténuées. Pire, le bassin sédimentaire dans lequel une partie de la ville est construite, c'est des roches un peu molles en quelque sorte par rapport aux rochers très solides plus dessous. Eh bien ce rocher solide dessous, en secouant cette gélatine en quelque sorte, va faire que les ondes vont être amplifiées. Donc le mouvement de la faille lui-même va être amplifié par les sédiments sur lesquels la ville est construite, ce qui peut expliquer en partie les dégâts. Le centre historique de la ville est dévasté, comme cette église. La ville est désertée par ses habitants. Certains ont perdu leur maison, d'autres redoutent des répliques. Dans cette région, on sait qu'un séisme peut en déclencher un autre. C'est-à-dire qu'on a des séquences de séismes. Pourquoi? Parce qu'un séisme sur une faille fait que l'on crée des tensions supplémentaires sur les failles qui sont à côté. Et donc on peut déclencher un séisme sur une autre faille. 50 000 personnes de la région sont déjà sans abri. Sur place, plus de 1500 pompiers s'activent pour trouver des survivants. Mais d'heure en heure, le bilan de la catastrophe d'Aquila s'alourdit. Voilà, et à noter que pour le moment, l'Italie estime ne pas avoir besoin de l'aide internationale proposée. Et il y a 10 ans, on s'en souvient, c'est l'Ombrie qui avait été touchée, entraînant de gros dégâts dans la basilique d'Assise. À Ankara, Barack Obama a salué aujourd'hui la position unique de la Turquie. Oui, à la fois pays musulman et membre de l'Alliance Atlantique, la Turquie est un allié stratégique pour la Maison-Blanche dans de nombreux dossiers, dont l'Afghanistan. Le président américain n'a pas manqué de le rappeler dans son discours devant le Parlement turc aujourd'hui. Et comme son prédécesseur, Barack Obama plaide en faveur de l'adhésion de ce pays dans l'Union européenne. Une annonce qui intervient au moment où les négociations avec la Turquie entamées en 2005 piétinent sérieusement. Frédéric Buridan. Cet après-midi, Barack Obama a réaffirmé devant le Parlement turc le soutien de son pays à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Deuxième fois que le président américain s'exprimait sur le sujet en quelques heures. Le dossier reste pourtant sensible. En Turquie, ça penche dans la direction d'un retour progressif mais irrésistible des valeurs islamiques dans la vie politique turque. Et j'en veux pour preuve les efforts déployés par le gouvernement pour réintroduire le voile dans la vie publique turque. Riva Castoriano est spécialiste de l'immigration. Elle est d'origine turque. Pour elle, son pays et ses 71 millions d'habitants ont fait un grand pas en avant ces 10 dernières années.
La Turquie a fait quand même pas mal de progrès. Elle a éliminé la peine de mort, elle a éloigné les militaires de la vie politique. Il y a on peut pas contester la démocratie en Turquie, donc il y a encore beaucoup à faire, évidemment. Si certains pays européens ne souhaitent pas la présence de la Turquie dans l'Union européenne, d'autres accords peuvent-ils alors s'envisager? Si on maintient la Turquie comme voisin et non pas comme membre, qu'est-ce que ça va changer et où va être le privilège? Bon, peut-être qu'ils vont le définir à ce moment-là, quelque chose de plus qui va faire que la Turquie est un pays privilégié de l'Union. Nicolas Sarkozy, qui ne souhaite pas l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, reverra-t-il ses positions face à ce soutien de Barack Obama? Voilà, dès ce week-end, on le sait, Nicolas Sarkozy, mais également Angela Merkel ont condamné cette prise de position réitérée aujourd'hui de Barack Obama en faveur de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Les États-Unis ne sont pas et ne seront jamais en guerre contre l'islam. Oui, et la phrase est de Barack Obama. En Turquie, le président américain a rappelé les grandes lignes de sa politique envers l'islam. Il a souligné que les groupes terroristes tels qu'Al-Qaïda ne représentaient pas les opinions de la majorité des musulmans. Depuis sa prise de fonction, le style du président américain, sans toutefois renoncer aux positions clés de la diplomatie américaine, tranche avec celle de son prédécesseur, Marie-Laetitia Bourriez. Londres, Prague, Strasbourg, Istanbul, opération séduction réussie pour Barack Obama. Si cette première visite sur le continent européen a marqué les esprits, c'est d'abord par le changement de style du président américain. On a là quelqu'un qui est très intelligent, très ouvert et cultivé. C'est quand même quelqu'un qui a fait des études, ça se voit, ça se sent, et notamment des études liées aux affaires internationales, ce qui n'était absolument pas le cas de son prédécesseur. Et j'ajoute un point, ce qui n'était pas le cas pour l'essentiel des présidents des États-Unis durant le XXe siècle. Sur le fond aussi, quelque chose a changé à la Maison-Blanche. Barack Obama a une approche plus ouverte des enjeux internationaux. Il est plus pragmatique que son prédécesseur. Il est aussi plus à l'écoute. C'est une politique du consensus alors que l'administration précédente était néoconservative. On va porter le message salvateur, mais de façon confrontationnelle. Lui-même a dit « je viens pour écouter et ensemble nous déciderons ». Chercher des compromis sans jamais perdre de vue l'intérêt des Américains. Comme George Bush, Barack Obama s'est dit favorable à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Il est multilatéraliste au sens où son prédécesseur ne l'était pas du tout. Ça ne signifie pas qu'Obama va réduire ou va ramener le rang des États-Unis au rang de puissance moyenne par égalitarisme, ou par humanisme. Ça, je ne le crois pas. D'ailleurs, il a répété à plusieurs reprises que les États-Unis devaient maintenir leur leadership. Et je pense, du reste, qu'il a raison. Si Barack Obama donne l'impression d'une nouvelle ère, c'est aussi parce que le contexte international est complètement bouleversé. Les États-Unis sont au cœur de la crise mondiale. De nouvelles puissances risquent de peser de plus en plus lourd. Obama en est bien conscient, il faudra tenir compte de l'Inde et de la Chine. Sur tous ces sujets, le sommet de l'OTAN, la réunion du G20, les grands sommets du week-end, eh bien, le Parti socialiste réagit en ce moment même. Il faut attendre en effet ce lundi en fin d'après-midi pour écouter les réactions de Martine Aubry. Oui, mais on sait déjà que pour le Parti socialiste, les résultats de la réunion du G20, loin de constituer une victoire pour Nicolas Sarkozy, devraient inciter le gouvernement à adopter de nouvelles mesures. Les socialistes saluent quelques avancées, mais réclament un nouveau plan de relance de l'économie française. Retour sur le week-end des socialistes avec Fabrice Cunet. Ségolène Royal n'a pas raté l'occasion. En s'offrant une longue tribune dans le JDD, la présidente de Poitou-Charentes comble une nouvelle fois l'espace laissé quasi vacant par la direction du PS ce week-end. Au passage, elle provoque une petite polémique, recadrage de son ex-premier ministre. C'est vrai qu'il y a un sentiment de colère, d'injustice dans le monde ouvrier et syndical français devant les conséquences de la crise. C'est vrai qu'il peut y avoir un certain sentiment de radicalité. Il faut en même temps que les forces syndicales, qui d'ailleurs ont cette vision, et les forces politiques de gauche contribuent à, je dirais, à ce que l'expression de cette colère, de cette protestation, soit en même temps maîtrisée dans des formes démocratiques, dans des formes organisées. Lionel Jospin, Hubert Védrine ou Michel Sapin, dans un week-end souvent qualifié d'historique, la parole à gauche était aux anciens ministres. Pas une erreur de casting, mais un travail d'équipe. Martine Aubry est présente, mais elle laisse à moi, comme à d'autres, les secrétaires nationaux, le soin de s'exprimer. Elle ne veut pas se substituer vis-à-vis de sa propre direction. Je crois qu'elle a raison. C'est le contre Sarkozy. Sarkozy se substitue, y compris à son Premier ministre. Martine Aubry veut faire marcher une équipe ensemble.
Ce lundi soir, Martine Aubry est sortie de sa réserve pour dénoncer un contresens historique vis-à-vis de l'OTAN et des avancées limitées du G20. Le souci du recul pour le premier secrétaire, la politique de la chaise vide pour ses détracteurs. Et nous retrouverons Lionel Jospin ce soir sur notre antenne à 18h45. Nous avons vu un extrait de l'émission Face à Face présentée par Jean-Marie Colombani. C'est aujourd'hui que les Français les plus en difficulté reçoivent la prime de 200 €. Oui, et c'est un bol d'air pour quelques 3 800 000 foyers. Les bénéficiaires des minima sociaux reçoivent à partir de ce lundi une prime de solidarité active de 200 €. Cette mesure avait été annoncée en décembre dernier par Nicolas Sarkozy et pas besoin de constituer un dossier pour en bénéficier puisque la prime est versée directement par la caisse d'allocation familiale. Logique, le succès de la prime à la casse crée un embouteillage à la casse. Oui, 30 €, c'est à ce prix que les casses automobiles rachètent les véhicules victimes de la prime gouvernementale de 1 000 €. C'est aussi le prix d'un vrai casse-tête pour les casseurs débordés par le succès de cette mesure. Alors comment s'organise-t-il? Reportage d'Anne-Louise de Rohan. Tous les jours, ce sont 8 véhicules qui arrivent ici. Une moyenne qui devrait vite monter à 12 avec le succès de la prime à la casse. Et contrairement à certains de ses concurrents, ce patron fait face à la hausse. Pour l'instant, nous, ça ne nous pose pas de problème parce que, pour ma société, on a une structure qui est assez grande, on a de la place, donc on peut faire tampon. Donc on prend ce qu'il y a à prendre. 2 véhicules sur 3 récupérés par sa société ont 10 ans d'âge. De l'huile à la carrosserie, les démonteurs n'oublient rien, car 85% d'une voiture est recyclable. Sur une voiture, vous enlevez tout. Tissu avec tissu, métal avec métal et tout se refait quoi. Le métal ça peut servir pour les bâtiments, comme pour refaire des voitures. Le tissu pour refaire des intérieurs ou pour refaire des canapés, tout quoi. 30 €, c'est le prix moyen auquel la casse rachète les voitures aux concessionnaires. Elle peut gagner de 300 à 400 € selon l'état du véhicule. Et c'est surtout grâce à la vente de pièces d'occasion que l'entreprise fait 700 000 € de chiffre d'affaires par an. Vous avez les phares, les feux, les démarreurs, les alternateurs, les carburateurs, vous avez des pots d'échappement, des portes, des ailes, des pare-chocs. Tous ces éléments-là qu'on stocke en magasin et comme on a un client qui vient en comptoir, on le sert directement. Il se fixe 2 mois pour tout écouler, sinon c'est le broyeur. Et avec l'arrivée de véhicules en masse, la gestion des stocks ne sera donc pas une mince affaire pour cette entreprise. Tout de suite, la suite de ce 18h avec la police débordée par les casseurs de Strasbourg, Obama et le monde musulman. Mais d'abord, le séisme en Italie. Boris Bélanger est avec nous, bonsoir. Vous êtes journaliste au magazine Science et Vie et à la une de votre dernier numéro, quand l'homme fait trembler la terre. Ça n'est pas tout à fait ce qui s'est passé, je crois qu'on peut le dire, en Italie. Hein. Vous avez regardé les choses d'un peu plus près. Oui, là, on peut vraiment dire que c'est... Enfin, on peut vraiment dire. On ne sait jamais avec certitude, mais c'est très fortement une cause naturelle qui a engendré le séisme d'Italie de cette nuit. C'est une zone sensible. C'est une zone qui est connue pour être très sensible, car elle subit l'affrontement de la plaque africaine et de la plaque eurasienne. Donc l'Italie, comme la Grèce ou la Turquie, sont des zones où fréquemment de séismes de cette magnitude se manifestent. C'est pas vraiment une surprise. Mais vous êtes en train de dire qu'on s'y attendait, alors c'est pas une surprise. On s'y attendait. Non, alors voilà, on s'y attendait. C'est-à-dire qu'on sait que ces zones sont sensibles, on sait que dans ces endroits-là, il y a des séismes qui se produisent avec une grande récurrence. Mais de là à prévoir, ça c'est impossible de prévoir. J'ai vu qu'il y avait un chercheur italien qui a dit avoir prédit ce séisme. Voilà, qui avait prédit donc ce tremblement de terre, qui n'a pas du tout été pris au sérieux, au contraire même. Qui avait été d'ailleurs critiqué parce qu'il annonçait des nouvelles dramatiques. Au loup, exactement. Oui. Faux, on ne sait pas, parce que après coup, c'est facile de dire qu'il l'avait prévu. Mais il avait des éléments en fait, oui, parce qu'il y a quand même. Ça reste imprévisible, un séisme, mais il y a beaucoup de scientifiques qui cherchent des signes avant-coureurs de séisme. Et lui pensait en avoir trouvé un. Il mesure un gaz qui s'appelle le radon qui est émis par la Terre. Et voilà, lui pensait avoir trouvé une corrélation entre les niveaux de radon dans cette zone-là et il avait raison. Alors, on peut pas dire qu'il avait raison, qu'il n'avait pas raison. Il y a eu un séisme, mais de là à dire que sa méthode marche sur un cas comme ça, c'est impossible à dire. Mais c'est vrai que des gens cherchent à prévenir. Justement, et vous, Boris Bélanger, vous faites une liste des endroits justement où ce sont des projets humains, des réalisations humaines qui pourraient ou qui ont provoqué des séismes. Tout à fait. Voilà, nous on s'est intéressé à une partie un peu méconnue et assez marginale, quand même, il faut bien signaler, des tremblements de terre, c'est-à-dire tous ceux qui sont liés à l'activité humaine. Donc on a un petit peu. Vous estimez à combien
Quel pourcentage ce qui provoque ces... C'est très difficile de donner un pourcentage dans la mesure où ceux qui sont liés... Si les séismes naturels sont bien enregistrés, il y a énormément de stations dans le monde qui mesurent jour par jour le nombre de séismes, mais les séismes qui sont liés à l'activité humaine sont un petit peu à part et il faut vraiment les étudier après coup pour pouvoir dire ah oui, on pense qu'il est lié. Donc c'est impossible, il n'y a pas de statistiques, on ne sait pas combien on a. On en a donné un certain nombre, les scientifiques en recensent à peu près 200 endroits dans le monde qui ont été soit une seule fois ou à répétition le lieu de séisme. Mais de là à dire... Mais comment la responsabilité de l'homme peut-elle être engagée? Alors, elle est engagée, c'est-à-dire que les gens qui, après coup, estiment que l'homme a mis sa main à avoir dans ce séisme, en général, sont au départ une corrélation spatio-temporelle, c'est-à-dire souvent une zone où il se passait rien d'histoire d'homme, on va dire, parce qu'on n'a pas non plus un historique énorme sur les séismes, mais une zone où il ne se passait rien et voilà, on a construit un barrage, on s'est mis à forer ou on s'est mis à faire de la géothermie ou etc. Et voilà, quelques temps après, il y a eu des séismes. Donc c'est d'abord une corrélation, mais après il y a des modèles quand même derrière. C'est pas simplement. Et à qui elle est adressée votre liste? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut prévenir les autorités. Quelles mesures il faut prendre? À partir du moment où vous avez pointé quelques endroits où il pourrait y avoir des séismes. Nous on a juste pointé les endroits qui étaient liés à des séismes. Après derrière, en termes de législation, c'est inexistant. Il n'y a rien du tout. Moi, j'ai discuté avec des gens qui fabriquent des barrages. Eux, effectivement, ils font des études géologiques avant de construire un barrage pour savoir s'il y a des séismes, quelle serait la magnitude des plus gros séismes qui auraient lieu dans la région où ils implantent leur barrage. Pour que le barrage résiste, ils construisent en fonction de cette magnitude. Mais par contre, ils ne s'intéressent pas du tout aux séismes qu'eux-mêmes pourraient engendrer. D'accord. C'est ce que vous appelez en tous les cas les séismes induits. Ils se multiplient à la surface du globe. On peut penser qu'ils se multiplient dans la mesure où l'activité humaine se multiplie, conforte de plus en plus. À cause de quoi surtout? Vous avez parlé aussi de tirs de missiles, par exemple. Il y a aussi, alors ça c'est plus anecdotique, mais effectivement, quand certaines nations comme la Corée du Nord font des essais nucléaires, on peut les repérer parce que ça génère une onde sismique qui est mesurable un peu partout dans le monde. Voilà, et on peut dire, tiens, ils ont fait quelque chose. Merci Boris Bélanger. Donc, quand l'homme fait trembler la terre, ce n'est pas ce qui s'est passé en Italie la nuit dernière. Donc, dans le dernier numéro de Science et Vie. Merci. Allez, on parle maintenant de l'événement de ce week-end. Il était prévu depuis des mois et pourtant, il a dégénéré. Le sommet de l'OTAN restera synonyme de destruction et de violence pour les habitants de Strasbourg et pas seulement. Et la polémique est vive sur la stratégie policière à l'œuvre face aux casseurs. Olivia Audemars. Après les émeutes de Strasbourg, la polémique enfle. Le sénateur maire PS de la ville réclame des comptes sur la stratégie des forces de l'ordre. Roland Ries demande aussi des compensations à l'État pour les dégâts causés samedi. Michel Alliot-Marie a annoncé ce matin sur LCI qu'il y aurait des indemnisations, mais a dénoncé une dérive vers une politique politicienne de la part du maire. La ministre de la Défense a également tenu à réaffirmer qu'il n'y avait pas eu de faille dans le dispositif de sécurité. Il faut saluer le travail des forces de l'ordre. Elles avaient 3 missions. Permettre que ce sommet se déroule dans les meilleures conditions. Cela a été le cas, tout le monde le reconnaît. Deuxièmement, protéger les habitants, protéger les personnes. Et je vous ferai remarquer qu'il n'y a pas eu de blessés. Nous avons protégé les personnes. Troisièmement, permettre que la liberté de manifestation existe. Et il y a eu la manifestation, même si elle a été perturbée par un certain nombre de violences. En face, l'extrême gauche accuse. Pour Olivier Besancenot, qui était dans les cortèges, tout a été fait pour que la manifestation anti-OTAN parte en Schweppes. Selon lui, la police porte la responsabilité des violences. Des propos jugés inacceptables par le porte-parole de l'UMP. Les propos ne m'étonnent pas venant de M. Besancenot, qui est la vitrine légale des casseurs. Pendant les émeutes, 49 personnes ont été blessées légèrement, dont 15 dans les forces de l'ordre. La préfecture a fait état de dégâts matériels très importants. L'évaluation du sinistre est en cours. Allez, on parle tout de suite des casseurs semeurs de chaos à Strasbourg. Avec nous, David Assouline, sénateur PS de Paris, Yannick Dagnaud du syndicat UNSA Police, Daniel Hoffnung du mouvement Attaque qui était dans la manif, comme le sénateur vert Jacques Muller qui sera en ligne avec nous tout à l'heure, et puis Serge Cosseron, auteur du dictionnaire de l'extrême gauche qui nous en dira plus, notamment sur les Black Blocs. David Assouline, le PS demande ce soir des explications sérieuses à Michel Alliot-Marie sur ce qui s'est passé réellement samedi à Strasbourg. Quelles questions vous lui posez ? Bien celle-là, hein, et ça demande un peu plus de sérieux que les généralités qu'elle a données jusqu'à présent. Écoutez, il y avait 25 000 forces de l'ordre, gendarmes et policiers, français et allemands déployés. On ne peut pas avoir une stratégie qui vise à sacrifier un quartier.
C'est clair. Elle dit précisément que les forces de l'ordre ne peuvent pas tout empêcher, et spécifiquement face à des groupes qui sont mobiles. C'est pas une masse homogène. Oui, mais là, il y a quelque chose de très net. Hein. Des groupes mobiles, ça fait longtemps qu'il y a des violences dans des manifestations. C'est pas un événement de nouveauté. Soupçon, alors Il n'y a pas de soupçon. La stratégie qui vise à laisser faire et ensuite, par l'impact des images, provoquer un certain nombre de choses, et en plus montrer du doigt l'opposition. Par ailleurs, et à peu près dans le même temps, on a entendu par exemple Madame Pécresse, de façon très étonnante d'ailleurs, j'étais surpris aux questions d'actualité au Sénat, alors qu'il y avait une gentille question bonhomme de Monsieur Sueur sur la situation dans les universités. C'était il y a quelques jours. Ne pas répondre à la question, mais dire le silence assourdissant des socialistes sur ces hommes encagoulés qui empêchent de faire cours, etc. On a... Bon. Ensuite, il y a un interview de Madame Ségolène Royal qui essaye d'expliquer ce qui est en train de se passer, y compris dans le désespoir social. Et puis, il y a 3 personnages importants, Monsieur Lefebvre, Monsieur Accoyer, Monsieur Bertrand, qui se mettent à accuser qu'on serait là à encourager ou cautionner les séquestrations de patrons, les violences et les séquestrations de patrons. Et puis, on montre ces images comme ça. Donc, je dis attention. Quand on n'est pas capable de créer de la confiance dans l'avenir par une politique juste, sociale, économique juste dans une situation de crise, mais qu'on essaye de criminaliser et de pousser ce type d'image, moi, j'avais posé les mêmes questions qui m'avaient en stratégie de maintien de l'ordre, parce que je sais que c'est compliqué. En pleine campagne présidentielle, on avait été étonnés. Quand même de ce qu'on avait vu à la gare du Nord pendant des heures et des heures et des heures. David Assouline, dans la pratique, Daniela Hoffnung, vous, du mouvement Attaque, vous étiez dans les manifestations. Comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que vous avez vu surtout? Moi, ce que j'ai vu, si vous voulez, c'est l'extrême difficulté à manifester, tout simplement. C'est-à-dire que déjà, pour rejoindre le cortège, bon, il n'y avait aucun transport en commun, ça c'était clair, donc nous sommes partis à pied. Non seulement nous sommes partis à pied, mais nous avons eu plusieurs barrages de police. On pouvait passer par très peu sur le côté du barrage pour aller jusqu'au lieu de la manifestation. Après, nous sommes arrivés au lieu de la manifestation. Alors justement, vous étiez à côté de ces casseurs, je les ai vus plusieurs fois. Ils avançaient avec vous dans les cortèges. Je les ai vus plusieurs fois. Non, c'est plus compliqué. Si vous voulez, au début, nous étions sur le jardin des Deux Rives. Nous étions, beaucoup de gens étaient sur l'herbe en train d'attendre. À ce moment-là, j'ai vu des choses curieuses, c'est-à-dire un hélicoptère, bon, a priori des forces de police, qui survolait le lieu du rassemblement à très basse altitude, qui a fait du vol stationnaire et qui a largué une petite fusée avec a priori ce qui ressemblait, en tout cas à l'odeur, à des lacrymogènes, puis qui a largué un petit engin curieux qui a brûlé pendant, on va dire, quelques minutes au sol, avec une assez grosse flamme. Alors, qu'est-ce que c'était? À quoi ça servait? Tout ce que je sais, c'est que après... Yannick Dagnou est avec nous, du syndicat UNSA Police. Vous savez ce que c'était? Non, pas du tout, j'apprends. Alors, on a eu plusieurs fois, après, si vous voulez, les groupes se sont rassemblés sur le lieu de rassemblement, puisque nous avions prévu des prises... Oui, je vais en parler juste après. On y arrive, on va pas refaire tout le film des manifestations. Non, mais on a vu des prises de parole lors du rassemblement à l'entrée avant la manifestation. C'était prévu. Nous avons été survolés à nouveau par des hélicoptères et nous avons eu des gaz. Donc on a été chassés. On peut dire qu'on a été chassés. Chassés. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été entraîné dans une souricière, comme certains le disent, parmi les manifestants, hein? Oui, tout à fait. Et nous sommes en ligne justement avec les sénateurs Verts, Jacques Muller, qui était également dans la manifestation. Bonsoir. Bonsoir. Et vous réagissez ce soir, vous faites part de votre malaise et de votre colère. Pourquoi? Écoutez, la colère, c'est vrai que on a la contestation pacifique et démocratique a été sabotée. Alors on va vous voir à l'image d'ailleurs, hein, parce qu'on vous a filmé, ce sont nos confrères des dernières nouvelles d'Alsace qui ont mis en ligne cette petite vidéo. On va vous voir, Monsieur Muller, mais commentez ce que vous avez vécu. Écoutez, j'ai le sentiment que notre message n'a pas pu passer, manifestation sabotée, pour deux raisons. La première, effectivement, c'est la présence de casseurs
de personnes parfaitement organisées venues des quatre coins d'Europe, surtout d'Allemagne, mais dont l'objectif était clair, détruire. Ce sont des gens qui sont connus, ils sévissent chaque fois qu'il y a des rassemblements internationaux. Et vous avez tenté, vous, on vous a vu à l'image, une médiation avec les forces de l'ordre. Comment est-ce que vous avez été reçu? Écoutez, je suis intervenu dans une circonstance un peu particulière. J'étais en tête du cortège avec des gens, des syndicalistes d'Attaque, des Verts, etc. Et le trajet initial du cortège n'était pas respecté. Et donc, nous étions pilotés, j'allais dire mètre par mètre, par les autorités quant à l'itinéraire à suivre. D'accord. Et nous nous sommes retrouvés à un moment donné bloqués parce que plus loin, il y avait des incendies. D'accord, mais est-ce que vous avez le sentiment que la police vous guidait, comme vous le dites, ou est-ce qu'elle a été elle-même débordée et ne savait plus vraiment faire face à cet afflux de casseurs? La police nous a guidés jusqu'à un endroit à partir duquel nous ne pouvions plus avancer. Et donc la situation devait être très difficile à gérer parce que les gens qui ont l'habitude d'avancer, vous leur dites de rester sur place. Ça continue de se presser derrière. Il y avait quand même 10 000 personnes dans cette manifestation. Et à un moment donné, j'apprends que par l'arrière, il y a des charges de CRS. Et en l'occurrence, il y avait des black... Pardon ? Continuez, Jacques Muller. Il y avait des black blocs sur l'arrière de la manifestation. Et au lieu, en fait, de protéger les manifestants des black blocs, les CRS poursuivaient les black blocs et comprimaient donc la manifestation. Très bien, merci Jacques Muller. Alors justement, Jacques Muller. Yannick Dagneau, votre réaction quand on le voit à travers ces différents témoignages que la responsabilité de la police est évoquée? Alors, déjà, dans un premier temps, permettez-moi de rendre hommage à mes 40 collègues qui ont été blessés à Strasbourg, en Corse et à Paris ce week-end, dont certains très grièvement à Bastia. Sur le maintien de l'ordre en lui-même, comme le dit la ministre, le 100% est fait puisque sur le site protégé, hyper protégé de la ville de Strasbourg, il n'y a pas eu d'incident majeur. Le problème se pose sur cette queue de manifestation où, je l'ai appris avant de venir vous rejoindre, c'est que le parcours a été changé, pas au dernier moment, mais très peu de temps avant que la démonstration de rue ait lieu. Dans une zone où, malheureusement, les manifestants traversaient des voies ferrées, et bien évidemment, qui dit voie ferrée dit caillou, qui dit caillou dit objet par arme par destination. Donc ça, c'est un constat. Maintenant, nous l'avons demandé au sein de l'UNSA Police qu'il y ait quand même une enquête afin de déterminer ce qui a cloché dans ce maintien de l'ordre. Vous avez des interrogations, des doutes? On a en effet des doutes, puisque comment se fait-il que certains quartiers, notamment cet endroit-là particulièrement, aient été laissés à l'abandon? Alors moi j'imaginais ce matin, quand j'ai entendu ces informations qui se sont succédées, notamment à la radio, je me suis dit, mais est-ce qu'on se retrouve un peu dans Paris, une ville hyper protégée, une banlieue un petit peu moins protégée, et une grande banlieue là où la police nationale, les forces républicaines de sécurité disparaissent petit à petit. Ça c'est un réel danger, d'autant que vous n'ignorez pas que la RGPP et les mesures qui arrivent, c'est 10 000 policiers en moins Alors, tout ça pour vous dire, c'est qu'il y avait suffisamment de forces d'engager, mais elles ont été mal employées. Yannick Dagneau, est-ce qu'on peut envisager que la police n'est pas intervenue, n'ait pas réagi pour éviter qu'il y ait des bavures avec ces casseurs? Est-ce que c'est envisageable? Bien évidemment. Et en plus, ce problème d'ultra-gauche, d'anarchistes, de black blocs, on a découvert ça en France. Pour l'instant, on n'avait pas... Mes collègues CRS, j'en ai discuté encore avec eux ce midi, n'ont jamais été confrontés avec autant de monde. Et vous nous dites qu'il y a toujours dans la police de ce type-là. Est-ce qu'en nombre, étaient-ils aussi nombreux? Est-ce qu'ils ont commencé à agir? Parce que dès samedi, déjà, ils agissent sporadiquement, ils agissent à un endroit, ils sont structurés, sont des commandos. Alors justement, Monsieur Jacques Muller, sénateur Jacques Muller, toujours en ligne avec nous, qui veut réagir à vos propos. Bon, moi je comprends les hommes de troupes sur le terrain, j'ai pu discuter avec eux, qui étaient assez débordés par ce qui se passait. Mais je voudrais quand même dire une chose, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu trop de dégâts. Le quartier de la Porte du Rhin, à Strasbourg, a connu des dégâts matériels énormes. Aujourd'hui, les gens là-bas n'ont plus de pharmacie, plus de commerces locaux, et ça frisait le désespoir. On ne peut pas dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Bien sûr. Je voudrais juste faire une observation, quand je voulais traduire un malaise. J'ai trouvé, mais c'est pas les forces, c'est pas les hommes de troupes ici qui sont concernés, j'ai trouvé qu'il y avait étonnamment trop de précautions qui étaient prises
pour empêcher des manifestants de se rendre sur le site des deux rives, qui était pourtant bien cadrable, bien situé, relativement excentré et donc maîtrisable. Et que finalement, cette énergie, on aurait mieux fait de la mettre pour contrôler ces voyous et ces casseurs. Merci Jacques Muller. Qui ont pollué le message pacifique. Merci. On revient sur ce plateau avec Serge Cosseron, on l'a dit tout à l'heure, auteur d'un dictionnaire de l'extrême gauche. Alors justement, on parle de ces Black Blocs comme s'il s'agissait d'un groupe homogène. Est-ce que c'est le cas et qui sont-ils ? Ah non, c'est pas du tout un bloc homogène. En fait, ce sont des rassemblements, disons, ponctuels pour une manifestation. En général, les grands sommets. C'est une pratique, donc, d'arriver vêtu de noir, encapuchonné, et puis avoir une action massive contre les forces de l'ordre, parce que c'est évident qu'il y a une volonté d'affrontement à travers dans ces groupes, et puis ensuite de disparaître dans la nature. Bon, c'est une pratique qui a commencé dans les années 80 en Allemagne, et qui surtout s'est développée à partir du mouvement intermondialiste anti-G7 ou anti-G8 à Seattle à partir de 99, et qui ensuite s'est développé, même en France d'ailleurs. Il suffit de se retrouver. Un supplémentaire a été franchi dans la volonté de détruire. Non, c'est tout à fait le même type d'action. C'est tout à fait. Que tout ce qui s'est passé. C'était tout à fait prévisible. C'était prévisible depuis des mois. Et d'autre part, sans doute, la politique de la police a été effectivement de sursécuriser le centre de Strasbourg, et ensuite d'essayer de mettre dans un quartier qui a pas très habité, et de laisser aux jachères, on pourrait dire. Alors, David Assouline, on a entendu Yannick Dagnou qui nous confirmait quand même qu'il y a toujours présent dans la police française le syndrome Malik Oussekine, et qu'on prend donc le maximum de précautions quand il s'agit de réprimer des manifestations. Vous le comprenez ? Je comprends complètement qu'il y ait des précautions et que les policiers, là, directement et individuellement et dans leurs opérations, ne sont pas en cause. Le problème, c'est quelle est la stratégie qui a prévalu de se dire, finalement, on protège le sommet et on peut sacrifier un quartier, d'une certaine façon. C'est le sentiment qui est donné. Je pose les questions. Est-ce que c'est assumé ? Est-ce qu'on assume ça? Est-ce que le gouvernement assume dans la façon dont ils ont donné les ordres? À ce moment-là, je conteste si... ça n'est pas assumé. Vous avez entendu Michel Alliot-Marie dire que la police a été débordée par ces petits groupes. Mais en tous les cas, la façon... Je n'ai pas le dossier. C'est pour ça qu'on pose des questions. Et c'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait des enquêtes. Je vois que c'est demandé ici et là. Donc... il y a de la prudence dans ce que je dis, mais en même temps, ce qui paraît évident, j'ai encore vu des témoignages dans Le Monde cet après-midi, etc., c'est ça ressemble à une stratégie on met le paquet là, on essaye de faire qu'il n'y ait pas de dégâts physiques sur les personnes humaines, et on laisse un quartier à l'abandon, mais il y a des gens qui y vivent, mais il y a des biens, et il y a des images surtout, et cela, je le dis, si c'est la stratégie qui a été prise, eh bien, je la condamne, et en tous les cas, on veut des explications. Très bien. C'est le sentiment de mes collègues. Yannick Dagnou. Tout le monde réclame des explications. Donc. Daniel Nefnougui, tout le monde réclame des explications. Frédéric Lefebvre, porte-parole de l'UMP, estime qu'Olivier Besancenot, c'est la vitrine légale de ces casseurs aujourd'hui. Quel est votre sentiment? Cette remarque pour vous aussi, à Attaque? Je pense pas du tout. Enfin, nous ne sommes pas la vitrine légale des casseurs, puisque nous sommes nous-mêmes un mouvement qui souhaite plutôt s'inscrire dans une ligne de non-violence. Alors, en ce qui concerne cette manifestation, quand même, nous avons été longtemps contraints à ne pas pouvoir avoir d'itinéraire. Pendant des semaines et des semaines, il y avait un jeu du chat de la souris avec la préfecture pour la discussion sur la manifestation. À la fin, on nous donne un itinéraire qui n'est même pas respecté. Et en fait, on a l'impression que le déploiement de forces de police, il a plus servi à empêcher une manifestation de se tenir normalement, puisque nous étions barrés très régulièrement. Il fallait à chaque fois discuter, les organisateurs discutaient pour relibérer la place, et on pouvait passer un certain temps, et à la fin on était rebloqués. Et c'était toujours ça, cette manifestation, dans une ambiance extrêmement tendue, jusqu'à ce que les Black Blocs, effectivement, puisque je les ai vus et j'étais là, je sais pas, vous m'aviez questionné là-dessus, donc je vais peut-être répondre. D'un mot, c'est la fin de ce débat, monsieur. D'un mot. Les Black Blocs, effectivement, sur la fin, à un moment où nous négocions, puisque ça avait été dit, il y avait une intervention d'une conseillère municipale de Strasbourg, du quartier des Hérités qui était là, et de Pierre Villard du Mouvement de la Paix. En fait, c'est la fin de ce débat, monsieur Offnon. Pour négocier le droit de passer, et on attendait que le barrage soit levé. Et en fait, les Black Blocs s'étaient montés sur la voie de chemin de fer, sur le talus,
Et ils ont ramassé du ballast et ils ont balancé sur les forces de l'ordre. Et à ce moment-là, on a reçu les grenades. Merci à vous tous. On a entendu les témoignages de chacun. Dernière page de ce journal, c'est bien sûr la diplomatie américaine de l'ère Obama. Un changement de ton, moins d'arrogance et plus d'ouverture revendiquée à destination du monde musulman. On va écouter quelques paroles du président américain. C'était aujourd'hui à Ankara. On m'a demandé si je voulais délivrer un message en terminant cette tournée par la Turquie. Et la réponse est oui. Le message, c'est de souligner l'importance de la Turquie, pas seulement pour les États-Unis, mais pour le monde. Nous avons une communauté chrétienne très importante aux États-Unis. Nous ne nous considérons pas comme un pays chrétien, ni juif, ni musulman. Nous nous considérons comme une nation de citoyens qui sont liés par des valeurs communes. Ce que je crois, c'est que la Turquie moderne est basée sur les mêmes valeurs. Allez, on revient sur l'ère Obama avec Antoine Basbous, directeur de l'Observatoire des pays arabes, Philippe Moreau-Defarge, chercheur à l'Institut des Relations internationales et Karim Pakzad, spécialiste du Moyen-Orient à l'Institut des Relations internationales et stratégiques. Barack Obama cherche donc à rassurer le monde musulman. Est-ce qu'il peut être entendu, Philippe Moreau-Defarge ? Oui, enfin, il peut être entendu. D'ailleurs, en ce moment, il y a un peu une Obamania. Donc, le monde musulman est prêt à l'entendre. Mais le monde musulman, c'est pas un bloc. Hein. Le monde musulman, c'est très divers. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il va négocier, notamment avec l'Iran, avec les véritables acteurs du monde arabo-musulman. Mais le monde musulman, c'est trop vague. Hein. Alors, il y a quand même une phrase forte. Aujourd'hui, il a rappelé, affirmé que les États-Unis n'étaient pas et ne seront jamais en guerre contre l'islam. Ce sont des paroles qui peuvent aller droit au cœur des pays musulmans. Antoine Basbous. Sur la forme, c'est une rupture par rapport au discours de George Bush, qui n'avait pas déclaré la guerre à l'islam, mais aux islamistes du 11 septembre et après le 11 septembre. Et là, il y a eu confusion. La première chose qu'a faite Barack Obama, c'est d'accorder la première interview télévisée, c'était à une chaîne arabe, à l'Arabia. Le premier chef d'État qu'il a appelé, c'était Mahmoud Abbas, le Palestinien. Et la première décision d'importance qu'il a prise, c'est d'envoyer George Mitchell pour intercéder entre les Palestiniens et les Israéliens. Et là, il vient en Turquie, pays musulman, démocratie musulmane et laïque. Il accorde aux pays musulmans une importance que son prédécesseur n'accordait pas. Il aborde cette question d'une autre façon. Il a quelque chose à réparer. L'image de l'Amérique dans les pays musulmans est à remodeler. Il commence à la refabriquer. Alors il y a un autre signe qui est peut-être plus anecdotique, mais depuis quelque temps, Barack Obama rappelle son second prénom, Hussein. Il l'a rappelé devant les jeunes à Strasbourg. Ça aussi, c'est un signe pour vous, Karim Pakzad? Oui, je crois que Barack Obama, avec cette nouvelle approche vis-à-vis du monde musulman, s'adresse en trois directions. D'abord, vis-à-vis de l'opinion des pays musulmans, arabo-musulmans, parce qu'il y a davantage de musulmans non arabes aujourd'hui dans le monde, et ensuite vis-à-vis de deux dossiers extrêmement importants qui touchent le monde musulman, dossier iranien et dossier Afghanistan et Pakistan. Sur ces deux derniers sujets, on assiste véritablement à une rupture avec la politique menée jusqu'à aujourd'hui par l'administration de Bush et ses alliés européens. Alors, il y a un domaine où il n'y a pas de rupture, Philippe Moreau-Defarge, c'est les rapports avec la Turquie, qui est bien sûr l'allié stratégique et traditionnel des États-Unis. Mais aujourd'hui encore, Barack Obama a réitéré sa volonté de voir la Turquie entrer dans l'Union. Pourquoi cette intrusion, d'abord, dans les affaires de l'Union, au risque de fâcher la France et l'Allemagne? Non mais attendez, je ne vois aucune rupture. D'abord, le désir de faire entrer la Turquie dans l'Union européenne est une constante de la diplomatie américaine, et la diplomatie américaine est tout à fait dans sa logique. Elle considère que l'OTAN et l'Union européenne ont un rôle complémentaire. Je ne vois pas de rupture. Voilà. Elle peut s'autoriser à le dire, comme ça, elle répétait 2 jours de suite. Oh oui, écoutez, on va pas. Je sais que ça agace notre président, mais quand même, il a le droit de s'exprimer. Angela Merkel aussi. Non, mais il a le droit de s'exprimer sur un sujet quand même. C'est vraiment des querelles de clochers. Il a tout à fait le droit de s'exprimer sur le sujet. Et à nouveau, il n'y a pas de rupture. Il est vraiment dans la ligne de la diplomatie américaine. C'est-à-dire, sur les autres points, moi, je ne vois toujours pas de rupture, ni sur l'Iran, ni sur le reste. Sur le Proche-Orient, quand même. Je ne vois pas de rupture. Pour la Turquie, ça ne mange pas de pain. C'est pas à lui de décider, mais c'est à lui d'envoyer l'ascenseur, de donner un cadeau à un partenaire de l'OTAN, à un deuxième pilier de l'Alliance. Ça nous coûte... La Turquie qui est le deuxième plus gros contingent dans l'OTAN. C'est le deuxième pilier de l'OTAN.
bien avant les puissances européennes. Ce qui a changé chez Obama, c'est le changement de logiciel américain de s'adresser à ces pays arabes et islamiques. Et il respecte la Turquie. Pourquoi? Parce que c'est une démocratie. Il respecte Israël, c'est une démocratie. Il respecte moins les Arabes parce que ce sont des gens qui restent au pouvoir indéfiniment. Et c'est ça la différence. La Turquie, il ne faut pas l'oublier, avait dit non aux troupes américaines pour être envoyées en Irak à travers la Turquie en 2003. Au lieu de rompre avec les États-Unis les ont respectés parce que le Parlement existe et il a voté. Oui. Alors Antoine Bazbous, quand même vous parlez, il respecte Israël peut-être, mais lors de son discours aujourd'hui, il a quand même réitéré l'importance de la conférence d'Annapolis, alors que l'on vient de voir ces dernières semaines que Avigdor Lieberman et le chef du gouvernement, Benjamin Netanyahou, ne prennent plus en compte cette conférence d'Annapolis. Est-ce qu'il y a un choc frontal avec Israël? Il n'y a pas de contradiction entre respecter la démocratie et être hostile à un gouvernement qui ne respecte pas la signature du gouvernement précédent. Et là, le fait d'envoyer George Mitchell dans la région et de lui donner beaucoup d'importance et beaucoup de pouvoir et de s'engager à une solution rapide de la crise, eh bien ça, c'est à son honneur. Monsieur Morodefar, vous dites qu'il n'y a pas de rupture, mais est-ce qu'il y a quand même au moins un nouvel équilibre américain au Proche-Orient, un nouvel équilibre, oui ou non? Attendez, j'ai envie de dire, à un moment donné, il faut juger les hommes aux actes. Moi, j'ai envie de dire, il y a deux actes sur lesquels, c'est qu'est-ce que va faire Obama avec le nouveau gouvernement israélien et qu'est-ce que va faire Obama avec l'Iran. Là, on saura. Voilà. Karim Pakzad, justement sur l'Iran, Barack Obama parle, et c'est la première fois pour un président américain, de la République islamique d'Iran. C'est un geste fort, c'est une rupture, non? Absolument. On avait avec George Bush la menace, y compris la menace militaire contre le régime iranien, un projet de renversement du régime iranien, alors que Barack Obama s'adresse avec beaucoup de respect, non seulement au peuple iranien, mais aux dirigeants, à l'ensemble des dirigeants iraniens, et propose un dialogue, y compris sur le dossier nucléaire. On assiste maintenant à un changement de ton. Il est tout à fait probable que les États-Unis accepteraient un projet d'enrichissement de l'uranium sur le sol iranien à condition que l'Iran donne des garanties que son programme nucléaire n'est pas militaire. Alors, sur le nucléaire, justement, il y a eu cette parole très forte de Barack Obama. Hein, Philippe Morodefar, je vous attendais, vous, des actes, pas seulement des paroles, mais quand il dit qu'il rêve d'un monde sans armes nucléaires et qu'il évoque le Yes Weekend. Vous y croyez, vous? Gorbatchev en rêvait, on en a toujours rêvé. Vous ne remettrez pas le diable dans la bouteille, donc on ne peut pas rêver. Non, les armes nucléaires, elles sont là, vous ne pourrez pas les faire disparaître. Là, c'est à nouveau, je vous rappelle que Gorbatchev a fait un très grand discours dans les années 80 pour souhaiter ça, et d'autres l'ont fait avant lui, et on doit vivre avec le monde, avec les armes nucléaires, elles ne disparaîtront pas. Mais évidemment, il faut attendre des actes, mais quand même, il faut dire que Barack Obama n'est que le président des États-Unis depuis 3 mois. Et donc, il faudrait quand même attendre quelque temps pour voir si ces déclarations de bonne intention seront traduites dans l'acte ou non. Mais il ne faut pas préjuger d'avance. Mais un monde sans armes nucléaires ne dépend pas que des États-Unis, ça dépend de tous ceux qui ont des armes nucléaires. Hein. La dissuasion nucléaire en a quand même pris un sacré coup. Non, je crois pas. Elle est toujours aussi importante aujourd'hui? Bien sûr. Mais je peux vous dire que l'Iran va avoir l'arme atomique et probablement que l'Iran aura l'arme atomique. Ouais. Antoine Bazbous. Sur l'Iran, je pense que les objectifs d'Obama par rapport à celles de Bush n'ont pas changé. Simplement, c'est la méthode qui change et il me semble un peu illusoire de pouvoir approcher les Iraniens avec de la bonne parole, parce qu'ils sont les maîtres de la bonne parole, alors qu'ils cherchent de la consistance. Ils ne veulent pas, en quelque sorte, accepter un bonbon, comme l'avait dit Ahmadinejad, contre l'enrichissement. Donc là, bientôt, on va se rendre compte que les Iraniens ne seront pas tendres avec Obama, et leur programme, c'est quelque chose de sacré, c'est sanctuarisé. Et donc, à mon avis, rapidement, ils vont se retrouver face à face et non pas côte à côte. Néanmoins, tous, vous êtes plus ou moins séduits quand même par Barack Obama. Absolument. Oui. L'Afghanistan, c'est un autre exemple. L'Afghanistan, c'est un autre exemple. Je crois, non, moi, si vous voulez, la politique, elle est, non, c'est pas une affaire de séduction. Bon, j'attendais les actes. Merci à tous, en tous les cas. On remercie aussi Camille Russissi et Audrey Sebesta pour la préparation de cette édition. Tout de suite, c'est Face à Face Jean-Marie Colombani qui reçoit l'historien Marc Lazare et Lionel Jospin. Puis à 22h, votre rendez-vous quotidien avec Pierre Slett. Très bonne soirée sur Public Sénat. Bonsoir.